Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Première l'émission. On va revenir ensemble sur l'actualité cinéma essentielle de ce mois d'avril. Toujours fidèle au poste, toujours au Grand Rex, la rédaction du magazine Première vous parlera de ces 3 films coup de cœur actuellement à l'écran. Et puis on quittera la plus grande salle de cinéma au monde. Le temps d'une escapade à la Cinémathèque française, nous avons pu visiter en avant-première l'exposition consacrée au maître James Cameron. D'ailleurs, il était là aussi avec nous. Et puis focus sur le Festival de Cannes, on vous dira tout des films projetés en compétition de cette 77e édition avant de dérouler le sacro-saint tapis rouge qu'a déjà foulé Ryan Gosling. Bah oui, on en est sûr. Ryan Gosling qui revient avec The Fall Guy, dans lequel il va tenter de briser son image archétypale de sex symbole à raison de grosses cascades et de beaucoup d'autodérision. Et puis il laissera sa place à une icône, à Charlotte Gainsbourg, qui s'est prêtée à l'exercice de notre grand entretien. C'est un événement comme la sortie de sa comédie familiale Nous les Leroy. Et puis on finira avec le top 5. Le top 5 des films et séries les plus attendus dans les semaines qui arrivent. Du rire, des cascades, des conférences inédites. C'est ce qui vous attend au programme de Première l'émission, produite par la chaîne Trailers et disponible gratuitement sur toutes vos Smart TV. Et on ouvre l'émission avec l'inégalable Thierry Chaise, le rédacteur en chef du magazine Première. Ça va Thierry ? Ça va très bien et toi ? Bah, très très bien, évidemment, il va nous parler des films à ne pas manquer. On va commencer avec un retour dans les années 80, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'étais pas né moi, évidemment. Moi j'étais né, et je le dis, je suis un enfant des années 80. On commence avec Ghostbusters, SOS Fantôme, un nouvel épisode là qui croise les générations. L'action, il faut le savoir, débute pile poil dans la foulée de la scène post-générique de l'épisode précédent, SOS Fantôme, l'héritage. Est-ce que c'est le symbole d'un changement dans la continuité ? Complètement, en plus tu vas être content, ça se passe à New York, la terre de départ. À l'ancienne, basique. Complètement basique. C'est donc les fantômes cette fois-ci, comme le titre l'indique, veulent mettre une couche glaciaire et tuer New York. Et qui on appelle dans ces cas-là ? Et ben voilà, exactement. On appelle toutes les générations. On appelle la génération des historiques, Dan Aykroyd, Bill Murray, et puis ceux qui sont apparus dans l'épisode précédent, les jeunes et leurs parents. Et ce qui fait qu'en effet, il y a cette volonté de mixer les genres et de ne pas faire juste un remake un peu poussif. Non, on veut s'inscrire dans une lignée. Alors c'est quoi la spécificité de cet épisode ? Qu'est-ce qui fait que c'est pas un simple copier-coller des épisodes précédents ? Alors il y a tout ce qu'on peut attendre de SOS Fantôme, c'est-à-dire les fantômes, les effets spéciaux. Les fantômes qui dégoulinent. Un peu, oui. Sinon, ça s'appelle pas SOS Fantôme, c'est pas validé. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une place qui est quand même laissée aux comédiens. Quand on voit les plus anciens qui, souvent, dans ce genre de film, viennent cachetonner, là, ils s'amusent, Dan Aykroyd et Bill Murray. Et puis, il y a les plus jeunes. Et parmi les plus jeunes, il y a McKenna Grace, qui est quelqu'un qui a débuté enfant au cinéma et qui, avec SOS Fantôme, trouve son rôle le plus important. On lui laisse la place de jouer et elle est vraiment excellente. Et puis, on est dans une période où grève des scénaristes et des acteurs oblige. Il y a très peu de blockbusters. Celui-là, c'est le seul à sortir avant un petit moment, donc il faut aller en profiter. On va pas bouder son plaisir. We're the Ghostbusters. We stay and fight for this place. Suit up. Shoot anything that looks terrifying. Deuxième film plébiscité par la rédaction de Première, c'est Civil War d'Alex Garland. On reste sur le sol américain mais on change de registre. Comme son nom l'indique, l'action se déroule dans un pays en guerre civile. Nous sommes à la Maison Blanche où le président s'est bunkérisé. La guerre civile, la nouvelle guerre civile qui a eu lieu là, c'est le tout début du film. Parce que c'est un film d'anticipation. Exactement, mais c'est une anticipation un peu proche quand même. Donc on est en pleine guerre civile, certains États ont fait sécession et on va suivre une équipe de journalistes, certains expérimentés, d'autres plus jeunes, qui vont traverser le pays, alors pas vraiment, traverser l'est du pays. Ils partent de New York, ils vont à Washington parce qu'ils veulent faire l'interview de ce président pour avoir un scoop. Ce qui frappe ici, c'est que ce film d'anticipation doit donc raconter un futur. Il a été écrit avant l'assaut du Capitole en 2020 par les partisans de Donald Trump et ça résonne comme incroyablement actuel. C'est ça qui est fou, parce que quand on fait un film d'anticipation, normalement, on se dit, bon, c'est pour dans 30 ou 40 ans, et ce qu'on aime bien, c'est qu'on rêve ou on cauchemarde des choses. Là, quand on voit ce film, on a l'impression ou que c'est déjà arrivé, en effet, ou que ça peut arriver avec les futures élections. Et c'est vraiment la grande force du film, qui n'est pas très spectaculaire, mais qui raconte vraiment un pays où, comme tout le monde a des armes, ce qui est décrit
On dit souvent, attention, ce qui va être montré n'est pas arrivé. Là, on se dit, mais... Et là, on se dit... Et si ça arrivait demain, en plus, c'est un Britannique qui a fait ça, donc je ne sais pas comment les Américains vont prendre, mais c'est un très très grand film. Pour moi, c'est un des meilleurs films de ce début d'année. Restez en dehors de ça. C'est hors de question. On termine avec Laroy. Laroy qui est une ville au Texas, mais qui est aussi le nom du premier film de Shane Atkinson. Alors là, c'est l'histoire d'événements qui n'auraient jamais dû se produire avec un anti-héros par excellence. L'anti-héros, c'est un homme qui apprend que sa femme le trompe, qui va pour se suicider parce qu'il est déprimé. Et puis dans sa voiture rentre un type qui le prend pour un autre, qui le prend pour un tueur à gages. Il se passe des choses entre eux, ils discutent, il le tue. Sauf que le vrai tueur à gages va arriver et qu'à partir de là, le bazar va être complet. C'est donc une vraie comédie policière et les deux mots comptent. Alors c'est drôle parce que l'univers, l'intrigue que tu nous présentes résonne avec celui des frères Coen. Je pense notamment au film Fargo, primé à Cannes, doublement oscarisé. On est en 1997. Comment est-ce que Atkinson parvient à s'inscrire dans leurs pas tout en faisant entendre sa petite musique ? C'est ça qui est très compliqué parce que vraiment la première scène, je ne vais pas vous la raconter, mais fait qu'on est complètement dans cet univers-là. La réussite d'Atkinson, c'est qu'il a conscience de ça, donc il nous fait tous ces plaisirs de comédie décalés et en même temps il a vraiment travaillé ses personnages. Il fait appel à des comédiens qui ne sont pas des habitués des frères Coen, qui sont des seconds rôles habituels qu'il propulse en premier. Il y a vraiment une écriture de tous les personnages, de toutes les péripéties, comment ce qui n'aurait jamais dû arriver arrive, qui marche et on est vraiment dans la peau de ces personnages. On se dit mais qu'est-ce qui va finir par lui arriver puisque tout ce qui se produit n'aurait pas dû se produire. C'est un régal vraiment de comédie policière, un hommage assumé aux frères Coen mais réussi. Where's the money, asshole? This guy knows something. I can see it in his eyes. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces recommandations gourmandes et d'autres critiques tout aussi gourmandes. Vous pouvez toutes les retrouver dans le magazine Première. Et maintenant, direction la Cinémathèque française à Paris, qui vient tout juste d'inaugurer sa toute nouvelle exposition. Elle est consacrée à James Cameron, vous avez bien entendu, à James Cameron et à l'ensemble de son œuvre, de Piranha 2 à Avatar 2, des secrets de tournage aux racines de son talent. Son cinéma n'aura eu qu'un seul et unique but, exploser les frontières de son art. La rédaction du magazine Première a eu la chance de s'y balader en avant-première, entre extraits de films, pièces inédites, trésors cachés qui racontent l'envers de ce décor imaginé par ce génie du 7e art qui n'aura eu de cesse de métamorphoser le cinéma à coups de scènes d'action à couper le souffle et d'univers toujours plus sidérants. Terminator, Aliens, Titanic, Avatar, on ne compte plus les classiques réalisés par James Cameron. Couronné roi du divertissement, le réalisateur canadien qui domine le box-office à chaque fois qu'il sort un nouveau film est aujourd'hui mis à l'honneur dans l'art de James Cameron, la nouvelle exposition phare de la Cinémathèque française qu'il est venu présenter en personne. Jusqu'au 5 janvier 2025, le public pourra découvrir au 5e étage du bâtiment les coulisses de son travail et son parcours, de ses inspirations aux accessoires qui ont servi de décor à ses films. Entre les murs de l'institution, la grande traversée de son œuvre spectaculaire s'étale sur 6 décennies. Maquettes de personnages phares, peintures, storyboards ou ébauches de scénarios, l'exposition lève le voile sur le travail révolutionnaire de ce génie des effets spéciaux. Au total, 225 œuvres jalonnent cette très belle exposition qui nous fait entrer dans l'envers du décor de ses films. Saviez-vous par exemple que Terminator est né de l'un de ses cauchemars alors qu'il avait de la fièvre, ou qu'il avait lui-même dessiné les croquis pour le portfolio de Jack dans Titanic. On this lady. Des anecdotes croustillantes, une reconstitution de Pandora, ses dessins d'enfants, s'il y en avait encore pour douter de l'audace et de l'imagination débordante de James Cameron, cette exposition leur apportera un démenti définitif. James Cameron cinéaste, James Cameron illustrateur, James Cameron producteur, James Cameron est surtout un visionnaire qui compte nous faire rêver encore longtemps.
Ça y est les amis, ça y est, on est pile à un mois du lancement de la 77e édition du Festival de Cannes. La rédaction de Première a suivi la traditionnelle conférence de presse donnée par le délégué général du festival, Thierry Frémaux, qui a enfin mis fin au suspense. Quelles stars seront cette année sur le tapis rouge? Quels films seront projetés en compétition? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour les séances spéciales? Bref, le lancement de Cannes 2024, c'était là, et nous aussi, on était là. Iris Knobloch, la présidente du Festival de Cannes, accompagnée de Thierry Frémaux, son légendaire délégué général, ont dévoilé le programme de la 77e édition, présidée par Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. C'est un immense choix pour nous qu'elle ait accepté cette responsabilité. Elle incarne parfaitement, à nos yeux, l'âme du festival. Une plongée dans les cartels de drogue, un retour dans les jeunes années immobilières de Donald Trump, un cimetière pillé, voici quelques intrigues et certains décors des films sélectionnés pour le prochain Festival de Cannes qui débutera le 14 mai. Le Festival de Cannes sera ouvert avec Quentin Dupieux, le film s'appelle Le Deuxième Acte. Pour cette comédie, le réalisateur retrouve Raphaël Quenard et réunit à ses côtés Léa Seydoux, Vincent Lindon et Louis Garrel autour d'un repas dans un restaurant planté au milieu de nulle part. L'autre temps fort du festival devrait être la projection en avant-première et hors compétition de Furiosa, une saga Mad Max, en présence d'Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke, 10 ans après le spectaculaire Mad Max Fury Road. On ne quitte pas le grand spectacle hollywoodien, puisque cette année, la Croisette célébrera George Lucas, qui se verra décerner une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Une autre légende du Nouvel Hollywood fera lui aussi son comeback sur la Riviera. Francis Ford Coppola débarque en compétition officielle avec son Megalopolis, un projet monstre autofinancé et qui permettra au réalisateur de briguer une 3e palme d'or après Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. Et ce, alors que Kevin Costner présentera lui pour la première fois de sa prestigieuse carrière un de ses films en sélection officielle, le premier volet de son western Horizon, An American Saga. Quelques habitués feront également leur retour sur les planches. Parmi eux, Yorgos Lanthimos qui retrouvera Emma Stone, Willem Dafoe et Margaret Qualley pour son film choral Kinds of Kindness, mais aussi David Cronenberg avec Les Linceuls, une histoire de deuil sur fond de tombes vandalisées, interprétée par le duo Diane Kruger-Vincent Cassel. De son côté, Paolo Sorrentino retourne à Naples avec Parthénope pour interroger la beauté féminine. Dans cette compétition, le très attendu L'amour ouf de Gilles Lelouch représentera la France, aux côtés du Marcello Mio de Christophe Honoré, de Diamant Brut, le premier long métrage d'Agathe Redinger, et d'Emilia Pérez, le nouveau projet très étonnant de Jacques Audiard, puisqu'il s'agirait d'une comédie musicale chez les narcotrafiquants mexicains, avec Selena Gomez et Zoé Saldana. Alors, qui recevra la Palme d'Or après Justine Triet pour Anatomie d'une chute? Réponse, le 25 mai. Des blockbusters, une comédie musicale, des rom-coms, des drames. Il brille dans tous les registres. Avec The Fall Guy, Ryan Gosling continue son ascension en interprétant cette fois-ci un irrésistible cascadeur bourré d'autodérision. L'occasion toute trouvée pour Première de tirer le portrait de celui qui a commencé sur Disney Channel et qui aujourd'hui tourne pour tous les plus grands cinéastes d'Hollywood. À la tête de sa propre maison de production, il nous prouve à chaque fois qu'il est l'un des acteurs incontournables de ce game. Retour sur le rayonnant parcours de Ryan Gosling. Il est l'un des acteurs les plus talentueux et les plus séduisants d'Hollywood. Il a le don de donner du style et de l'allure à tous les rôles qu'il accepte. Qu'il brise les cœurs dans un rôle romantique, qu'il broie du noir dans un thriller d'action ou qu'il montre ses talents d'humoriste, il a prouvé à maintes reprises qu'il était l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Ryan Gosling was born November 12, 1980 in London, Ontario, Canada. His father Thomas worked for a paper mill and his mother Donna was a secretary. When Ryan Gosling was 12 years old, he went to an open call in Montreal for a new TV show called The New Mickey Mouse Club. And he's right up there in terms of talent. He can sing, he can act, he can dance, and all of these things would absolutely come into play over the course of his career. En 2004, Ryan joue dans une adaptation qui met en valeur son côté chevaleresque. Il y incarne un jeune homme pauvre mais passionné qui tombe amoureux d'une femme riche et décide de prendre ses distances pour protéger l'avenir de cette dernière en raison de leurs différences sociales. Le succès du film, qui a rapporté 115 millions de dollars dans le monde entier, a lancé la carrière de Gosling et l'a érigé en sex symbole.
The movie Half Nelson was another big break for Ryan as an actor. He played a drug-addicted junior high school teacher. The hard work paid off and he got his first Oscar nomination for the role. Crazy Stupid Love in 2011 was Ryan Gosling's first movie comedy. He had only been in serious movies up until then, but he relished the chance to show another side of himself and also take off his shirt, and the response was great. He even got a Golden Globe nomination for Best Actor in a Comedy. In 2011, Ryan Gosling did a movie that was pretty different for him in Drive, where he's playing a character that doesn't even have a name. He's just called the driver. En 2013, Ryan retrouve Nicolas Winding Refn pour le drame violent Only God Forgives, après avoir rejoint Emma Stone dans le thriller policier Gangster Squad, dans le rôle d'un officier de la police de Los Angeles des années 1940. In 2013, Ryan was burnt out on acting and he wanted to try something different, so he tried his hand at writing and directing. The movie was called Lost River. En 2015, il retourne au cinéma en tant que vendeur dans la satire The Big Short. L'année suivante, il joue un pianiste de jazz en difficulté, tombant amoureux d'une actrice inspirante dans la comédie musicale de Damien Chazelle, La La Land. Ryan brings so much, but the thing that I was most excited by is how funny he is. He's also incredible. He learned to play the piano stunningly well. He can dance, he can sing, he's kind of got it all, you know? En 2017, il plonge dans la science-fiction avec la suite de Blade Runner, réalisée par Denis Villeneuve. Ryan Gosling is the perfect choice for this because the way that he builds characters and the attention that he pays is exactly the kind of passion that you need in order to build a proper sequel to something like this. And it's by far one of his most successful movies at the box office. Ryan Gosling works with a lot of the same directors and actors time and time again because I think they're just as obsessed with him as we are. And when he worked with Damien Chazelle again for First Man, he played Neil Armstrong. For me, that was always heavy on my mind in honoring Neil's legacy. Il signe ensuite pour apporter son mélange de charme, d'humour et de profondeur à un personnage inattendu dans l'adaptation comique moderne de l'histoire de Barbie. Ryan Gosling is a perfect casting for Ken. The thing about Ken is that the doll is a blank slate. Anyone playing with the doll is the one dressing the doll, is the one coming up with the doll's story, and Ken is essentially what you want them to be, and that's kind of Ryan Gosling. C'est un acteur accompli et engagé, il sait danser, il sait chanter, et on peut se demander s'il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire. Elle a fait une entrée fracassante au cinéma avec le film L'Effronté. On est en 1985, film de Claude Miller. Charlotte Gainsbourg, puisqu'il s'agit d'elle, campe alors le rôle d'une adolescente maladroite. C'est pourtant ce rôle qui va en faire une des plus remarquables révélations du cinéma français. Depuis, l'icône fait le grand écart entre films d'auteurs internationaux et comédies populaires. Elle est actuellement à l'affiche de Nous les Leroy, Grand Prix du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Pour continuer son incursion dans le genre, elle fait face à José Garcia. Elle nous plonge dans un mariage essoufflé qui tente de retrouver un peu d'éclat. Ça valait bien quelques questions. Bonjour, c'est Charlotte Gainsbourg pour Trailers. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. En quoi Nous les Leroy était un projet qui vous intéressait ? J'ai rencontré Florent, le metteur en scène Florent Bernard, grâce au producteur avec lequel je travaillais pour mon documentaire que je faisais sur ma mère. À cette époque-là, au tout début, le rôle de la mère était beaucoup moins existant. Et donc, il a écrit davantage, il a beaucoup mieux distribué les rôles. Et après, je trouvais que j'avais trop de vannes, enfin, j'avais peur des vannes. Donc, il est allé dans mon sens. Il n'y avait pas besoin de me convaincre, mais toute la discussion qu'on avait, ça faisait que j'étais vraiment charmée par son écoute, par son écriture aussi, évidemment. En fait, il savait exactement ce qu'il voulait. Et puis, il fait tout. Il fait le montage aussi, donc il fait l'écriture, le montage. Il a tous ses potes qui sont sur la même longueur d'onde que lui. Et c'est un milieu très, très bienveillant, où ils étaient tous enthousiastes à l'idée que voilà, c'était son premier film, qu'ils étaient tous avec lui. C'était vachement rafraîchissant de voir cette ambiance et de se mélanger là-dedans. Je trouvais que j'avais beaucoup de chance. Tourner avec José, c'était un plaisir. De découvrir les deux enfants,
C'était génial et c'est assez magique d'être le témoin des premiers tournages, en fait, des premières expériences. Je sais ce que ça voudra dire pour eux plus tard. Pourquoi avoir eu envie de jouer dans une comédie? J'étais très en manque, en fait. C'est tellement léger, en fait, les tournages de comédie. Enfin, ceux que j'ai faits, peut-être qu'il y en a qui sont atroces, mais tellement plus léger à jouer, tellement plus marrant. Moi, j'aime rigoler et j'aime me marrer, surtout. Je ne suis pas une déconneuse. Donc j'ai besoin qu'on déconne pour moi, j'ai besoin qu'on m'amène dans ce climat-là. Voilà. Comment avez-vous travaillé votre alchimie avec José Garcia? Je pense qu'on avait eu une envie mutuelle de travailler ensemble, que ça s'est fait très facilement. On se laissait guider par Florent beaucoup. Et donc je pense qu'on avait tous les deux une envie de bien faire aussi, d'être très à l'écoute, volontaire. Qu'est-ce que, pour vous, une actrice de comédie? En fait, pour moi, il n'y a pas de différence, à part les vrais comiques. C'est pas qu'on joue de la même manière, mais moi, j'avais pas l'impression de jouer comique. Donc j'avais besoin de m'installer dans un registre tout à fait normal, enfin. Et je pouvais être... c'est une comédie écrite de telle manière que je pouvais jouer totalement sincère. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas un savoir-faire de comédie. Enfin, moi, j'en ai pas. Y a-t-il une part d'improvisation dans ce rôle ou tout, au contraire, est écrit? Florent, si je me souviens bien, déjà quand ses copains venaient, enfin, j'ai honte de ne pas citer les noms, mais tous les jours, il y avait un nouveau personnage et c'était un plaisir de comprendre qu'en fait, ils se connaissaient depuis très longtemps, ou bien qu'ils avaient une envie de travailler ensemble, mais que c'était... qu'ils comprenaient l'écriture et ils avaient un potentiel comique qui leur permettait d'aller vraiment explorer justement de l'improvisation. Et ils se connaissaient suffisamment en plus pour pas avoir peur, pas du tout peur du ridicule, ce que moi je suis pas du tout de ce niveau-là. Donc je me laissais guider et j'étais toujours en réaction, enfin grâce à eux. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'épauler de personnes qui faisaient le travail à ma place aussi. Donc avec José, je peux me permettre d'y aller sans savoir et de pas maîtriser. Voilà, c'est un truc d'être hors contrôle et ça me plaît beaucoup. Et pour finir, on vous dévoile les 5 films et séries les plus attendus par notre rédaction. On commence avec Robert Downey Jr. qui abandonne l'armure d'Iron Man pour se métamorphoser en espion. Zendaya qui manie aussi bien la raquette que Serena Williams. Viggo Mortensen qui s'aventure dans le Grand Ouest. Un champion de tir qui va défendre les couleurs de la France. Et on termine avec un blockbuster sur des céréales. Oui, aussi, c'est le top 5 de Première l'émission. Après les somptueux Mademoiselle et Decision to Live, Park Chan-wook change de format et revient sur le petit écran. Comme La petite fille au tambour, réalisée il y a 6 ans, The Sympathizer est une série d'espionnage. Ici, le réalisateur coréen s'attaque en 7 épisodes aux déboires d'un espion communiste en pleine guerre du Vietnam. Muté à Los Angeles, à la chute de Saïgon, il va se confronter aux valeurs occidentales, effrayé avec un Robert Downey Jr. qui incarne pas moins de 4 personnages. Entre mensonges et faux-semblants, entre questionnement identitaire et réflexion ironique sur le cinéma, Park Chan-wook signe une satire interculturelle haletante, disponible dès le 14 avril sur HBO. I don't know if I can go on like this. Luca Guadagnino débarque sur le terrain pour un affrontement épique entre 2 champions de tennis qui tentent de mettre Zendaya dans leur filet. Dans la peau d'une ancienne prodige de la raquette devenue entraîneuse, la star gravite entre les 2 adversaires, Mike Face et Josh O'Connor, qui luttent pour ses beaux yeux et pour l'amour de la compétition. Mais derrière ce trio amoureux et les matchs musclés, Guadagnino interroge aussi le culte de la performance. Le combat commencera le 24 avril dans les salles obscures. Hey, I love you. I know. Après Falling en 2020, Viggo Mortensen repasse de l'autre côté de la caméra pour nous plonger dans l'Ouest américain des années 1860.
Dans ce western sentimental, il forme un couple magnifique avec Vicky Krieps. Mais alors qu'ils pensaient pouvoir vivre le rêve américain, leur idylle va s'étioler quand la guerre de sécession met le pays à feu et à sang. L'un sur le front, l'autre isolé dans le Far West, le duo se retrouvera après avoir vécu de violents traumatismes. Une romance poignante à découvrir le 1er mai en salle. Avant que les Jeux Olympiques ne viennent envahir le pays cet été, le réalisateur Jérémy Saint annonce la couleur avec son premier long-métrage, L'Esprit Coubertin. Il transforme Benjamin Voisin en pro du tir, sélectionné pour représenter la France aux Jeux de Paris. Derrière cette quête de la médaille ultime, ce champion écervelé et un peu puceau entame un long parcours du combattant pour trouver sa voie parmi ses pairs. Un film d'apprentissage totalement régressif et joyeusement foutraque à découvrir le 8 mai, jour de l'arrivée de la flamme olympique en France. Super. Contre toute attente, Jerry Seinfeld, le patron de la comédie américaine, a écrit et réalisé un film sur le petit-déj préféré des Américains. Consacré à l'invention des Pop-Tarts, cette comédie savoureuse va transformer à jamais votre regard sur votre bol de céréales. Car derrière ce repas innocent, ce sont deux entreprises agroalimentaires américaines, Kellogg's et Post, qui cherchent à faire profit. Amy Schumer, Hugh Grant et Melissa McCarthy saupoudrent de leur vista comique cette bataille économique phare des années 60. Mais Unfrosted marque surtout les débuts de Jerry Seinfeld à la réalisation. Un film croustillant à déguster dès le 3 mai sur Netflix. C'était Première l'émission au Grand Rex sur la chaîne Trailers. On se retrouve évidemment le mois prochain avec encore plus de critiques, de coups de cœur et toujours plus de trailers.